Centre-ville, entrevue. Alors, toujours dans l'esprit du mois de l'histoire des Noirs, nous recevons de nouveau l'activiste Gino Clifford X qui aborde aujourd'hui des sujets de grande importance, en toute transparence, sans langue de bois et sans tourner autour du pot. Aujourd'hui, donc, on va parler ensemble, on va analyser comment l'éducation fait changer la donne, comment elle met fin à une civilisation. Ce n'est pas donc la guerre qui met fin à une civilisation, comme certaines mentalités ont tendance à croire. Très philosophique ça. On va donc se rendre compte que dans le cas de nombreuses personnes, ce qu'on appelle l'éducation n'est que pure illusion. Bonjour Gino. Salut. Finalement, l'éducation, c'est un concept qui peut nous compliquer, surtout quand nous parlons des réalités des afrodescendants. Oui, tout à fait. L'éducation est la clé. L'éducation est la clé et l'histoire en témoigne. Donc, nous allons traverser ça ensemble dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Nous allons aborder ce point-là dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, l'importance d'un nouveau paradigme éducationnel pour le 21e siècle. Paradigme éducationnel conforme à notre nature et à ce que nous sommes. Si on étudie l'histoire de l'être humain, l'histoire de l'être humain remonte à des milliers d'années. À des millénaires. À des millénaires. Oui. Et la connaissance de soi, c'est la connaissance, c'est l'étude et l'observation qu'on fait sur nous-mêmes, de notre façon d'agir, de se comporter dans notre écosystème, là où on se trouve. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'idéologie, qui peut des fois se manifester. Des fois, l'idéologie peut être conforme à notre nature, comme aussi l'idéologie peut juste rester une idéologie, mais qui n'est pas conforme à notre environnement. Donc, il faut faire très attention. Je vais le reformuler. Mais on ne peut pas aussi ignorer la religion. L'idéologie, c'est la même chose que la religion. L'idéologie donne naissance à la religion. Oui. Oui. La religion, le mot religare veut dire relier de nouveau au sacré. Mais pour relier quelque chose de nouveau au sacré, il y a le préalable qui est la déconnexion. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de déconnexion, il ne peut pas avoir de religion. Exemple, vous n'allez pas aller voir un lion dans sa nature et le déranger pour lui parler de religion, parce qu'il y a une voix à l'intérieur du lion qui va s'auto-enclencher, un mécanisme de défense, et il risque de vous donner une claque. Exact. Et vous le savez aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va capturer les enfants du lion, on va les emmener, on va les déporter dans un environnement totalement différent et on va commencer le processus de conditionnement, éduquer, relier à maintenant le maître du cirque. Et là maintenant, d'un lion dans la jungle qu'on appelle le roi de la jungle, il devient un lion dans un cirque. Un pet. Eh ben voilà, on peut ouvrir sa bouche, mettre notre tête sans risque, il n'y a pas de problème. On va faire ça avec un lion dans sa nature. Jamais tu prendrais le risque. Donc, tu vois, là, il y a un processus qui précède et malheureusement, c'est une des choses que nous avons arrêté de discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est notre condition? Et à partir de là, c'est ça qui va dicter notre agenda à qu'est-ce qu'on doit faire. D'où la raison pourquoi on parle d'un nouveau paradigme éducationnel pour le 21e siècle. Donc, par rapport aux afrodescendants, on veut être précis. Oui, afrodescendants, lorsque nous l'utilisons, on veut dire l'humanité. Ah, ok. Ah, ouais. Il y en a qui vont dire... Donc, la rééducation... La transformation, ça concerne tout le monde. Tous les êtres humains, exactement. Mais parmi les humains, il y en a une partie des humains qui a transformé d'autres humains. Oui. Comme on transforme ces lions de la nature. De la nature, oui, effectivement. Mais ça, c'est un petit groupe. Lorsqu'on fait l'histoire, on va remarquer que
avant même que certains groupes rentrent en interaction avec d'autres groupes étrangers, mais cette idée était au sein même de ce groupe et ils se chicanaient par rapport à cette idée-là avant de la transmettre aux autres. OK. Donc, exemple, si je fais l'histoire, on ferait l'histoire du Moyen-Âge en Europe. Vous allez voir que la monarchie et les paysans, ça allait pas bien là. Tu comprends? Oui. Donc, et c'est de là que prend naissance aussi la notion de race, parce que lorsque tu faisais partie de la monarchie, tu étais considéré une race différente et supérieure à le paysan. Mais là, c'est eux en eux qu'ils avaient ce problème-là. Oui. Donc, l'histoire en témoigne. Par la suite, on rencontre l'autre qui est à l'extérieur de chez nous. Alors là, maintenant, il faut lui trouver un rôle dans notre histoire. Alors là vient la classification, l'idéologie qui doit s'adapter parce que l'idée veut survivre. Donc, elle doit trouver du bluff, des justifications religieuses, scientifiques, des faussetés, quoi. Voilà. Ce sont des idées qui font les civilisations et ce sont les idées qui changent ces civilisations. Alors, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, toujours dans l'esprit de l'histoire des Noirs, disons. Bah, tout à fait. La question qu'il faudrait se poser lorsqu'on regarde, et on va utiliser le fondateur Carter G. Woodson. Un, il est un historien. Deux, il répond à un problème. Il se trouve aux États-Unis. Les États-Unis sont une ancienne colonie britannique qui a pris son indépendance. Mais qu'est-ce qu'une colonie et qu'est-ce que ça fait? Ben, une colonie, c'est un territoire qui a été identifié par une métropole où les gens... Pardon? Occupé par une métropole, une terre étrangère, qui prend des décisions et qui envoie ces décisions-là sur le territoire concerné. Et les colons font du commerce. Donc, c'est ça. Que ce soit Haïti, Jamaïque, en fait, tout le Nouveau Monde, c'est ça la découverte. Même le Canada. Le Canada est une ancienne colonie française, donc catholique, et par la suite anglaise. Mais ça reste que c'est une colonie. Donc, une colonie, quand elle s'installe, elle rentre dans des activités économiques, mais toujours au profit de la métropole. Donc, je vais citer 3 grandes métropoles qui sont les plus grands envahisseurs selon l'histoire. Et la Britannique, l'Angleterre, les États-Unis et la France. Donc, on sait très bien que ce sont des grands envahisseurs. L'entente de Berlin et tout le reste, ils sont divisés le monde. Il y a beaucoup de chansons. Les États-Unis, c'est la même chose que les Britanniques, on dirait. Oui, donc les États-Unis, c'est le nom donné aux Britanniques qui ont décidé de prendre leur indépendance de la Grande-Bretagne. Mais ça reste toujours à la racine. Mais parmi les envahisseurs, est-ce qu'on exclut les Espagnols, disons? Non, pas du tout. Je me suis limité à... Ben, on aurait pu rentrer avec le Portugal, l'Espagnol. Oui, mais il y en a d'autres. Mais le point, c'est que tous ces gens-là qui décident de sortir de leur zone, c'est à partir d'une idée. C'est cette idée-là qui est à la base même de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et c'est l'idée de domination. On va dominer l'autre. On part à la conquête de l'autre pour en faire une matière qu'on appelle un esclave, un produit. Et puis, vu que vous êtes esclave, donc ça veut dire dépourvu de la faculté de raisonner, ça c'est l'idéologie qui le dit, ben, on doit vous soumettre à des travaux forcés qu'on appelle l'esclavage. Pourquoi je précise ça? C'est que abolir les travaux forcés, l'esclavage, ça ne signifie pas que nous avons aboli votre nature esclave qui a été décrétée par l'idéologie. Comprenez? Donc, on abolit les travaux forcés, l'esclavage, à condition que vous n'êtes pas reconnu criminel. Mais cela ne change pas que la colonie continue à esclavagiser les gens. Ça veut dire quoi? Transformer les êtres humains en esclaves. Et ça, c'est l'idéologie dominante, aussi connue sous le nom de suprématie blanche. Ouais, ben, ça, c'est sur le continent américain. Non. Et ça africain? a pris naissance en Europe, même un peu plus loin. Il faut bien comprendre que si on fait la chronologie, ben, cette idée peut remonter facilement à la Grèce antique avec Aristote. Les Romains aussi, parce que c'était un statut chez les Romains. Et là, les Romains ont trouvé une nouvelle façon de conquérir l'esprit plutôt que le corps avec Constantin. Donc, l'Église, la religion, et
puis après ça, le décret, la bulle papa, la découverte, la doctrine de la découverte qui emmène jusqu'aux 13 colonies aux États-Unis et aussi au Canada. Mais tout ce que j'essaie de démontrer, c'est que le système éducationnel suit la chronologie du temps de cette idéologie parce que cette idéologie-là doit être transmise dans le mental des gens et c'est par la religion et c'est par l'éducation qu'on fait ça. Donc, c'est pour ça que Carter G. Woodson, le fondateur du Mois de l'Histoire des Noirs, a cité qu'il y a 2 types d'éducation qu'un homme peut recevoir. L'éducation qui est déjà institutionnalisée et, bien sûr, l'éducation que cette personne-là se donne. J'ajoute un autre mot important. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. C'est une citation qui vient d'un des ministres de Hitler. Il dit à Hitler, « Comment vas-tu faire croire aux gens que on est supérieur, la race aryenne est supérieure. Les gens savent que c'est pas vrai. Comment vas-tu réussir à faire croire ça aux gens? » Alors, le ministre, il y a un ministre de Hitler, j'ai oublié comment il s'appelle, il a dit, un mensonge dit 1000 fois devient une vérité. En voulant dire, la première génération va pas croire ce qu'on dit, c'est clair. Mais à force de le répéter. À force de le répéter, ça va devenir une réalité pour tout le monde. Bravo, voilà. Ah, wow. Et donc, c'est une éducation. Il y a une éducation que l'on reçoit et une éducation que l'on se donne à soi-même. Quelle est la meilleure? Ben, c'est sûr et certain, puis on avait une discussion avec quelqu'un. Lorsqu'on est chez un voisin, un étranger, puis je fais aussi surtout référence à la parabole du bon samaritain. Je sais pas si on va avoir le temps là, mais c'est une parabole qu'il faut vraiment étudier. Parce que dans la parole du bon samaritain, avant que le samaritain arrive, hein, il y avait 2 personnes qui ont passé. Et selon les écrits, il parle d'un prêtre, puis après ça, il parle d'un lévite, qui ont laissé la personne à terre dans son sang. Et c'est un bon samaritain, donc quelqu'un qu'on un étranger, je pense. Un étranger, exactement, qui a pris soin de la personne. Donc, lorsque vous recevez une éducation qui est institutionnalisée par le colon, par l'impérialiste, par, comme dans l'exemple du bon samaritain, le prêtre, le lévite, qui ont aucun souci de vous, pouvez-vous arriver à la conclusion que cette éducation-là va vous permettre, exact, elle est bonne ou elle va vous permettre de vous épanouir? Sérieusement? Mais non. Donc, nous avons une responsabilité, chacune, de se donner une éducation conforme et propre à nous-mêmes. Et là, si on dépend de l'éducation que l'institution nous donne, ben, automatiquement, nous allons devenir aussi victimes. Ben, cela veut dire qu'on reste dans le même créneau, dans le même, c'est pas le moule, hein? Exactement. Et le moule, la forme du moule, si elle te déplaît, ben, tu sais quoi faire. Tu fais ton propre moule. Exactement. Alors, on est dans le cadre d'un mois spécifique où est-ce que c'est une opportunité de parler de notre condition et de ce que nous aspirons de nous-mêmes. Mais si on parle de ce comment on contribue à la colonie, excuse-moi, à la plantation, ben, tu comprends ce que je veux dire? Oui. On parle de comment qu'on a bien contribué, mais l'idée de s'épanouir n'y est pas. L'idée de être souverain de nous-mêmes n'y est pas non plus. Donc, l'esprit de lutte, d'ailleurs, c'est ça. Mais c'est ce que nous rappelle le moi. La lutte pour la liberté. Pour l'émancipation. L'émancipation. Waouh. Alors, il y a cette citation d'Elijah Muhammad qui faisait allusion au déclin d'une civilisation. Mais c'est quelle idée, quelle connaissance constitue aujourd'hui le socle de la civilisation actuelle et qui évidemment doit mettre fin à cette civilisation? Très bon point. Tu me permets de lire cette citation-là pour que les gens puissent savoir c'est quoi. C'est dans un de nos guides d'études, je te laisserai une copie aussi en passant. L'honorable Elijah Muhammad a dit que l'éducation est le flambeau d'une civilisation. Il dit qu'une civilisation débute avec une connaissance et une civilisation prend fin lorsque cette connaissance qui est à l'origine de cette civilisation commence à décliner. Maintenant, la question qui se pose, quelle est cette idéologie qui a donné naissance à la civilisation qu'on connaît et aux colonies? Je vais citer quelques personnes, j'espère que le temps va me le permettre, pour démontrer une continuité
d'une réponse à cette idéologie-là par différentes personnes. Première personne que je vais citer, c'est Carter G. Woodson, par respect, parce qu'on est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Il dit, celui qui prescrit ta connaissance n'a pas à se soucier des activités que tu vas prendre. Ça, c'est Carter G. Woodson. Carter G. Woodson voit qu'il y a un problème éducationnel et il propose de le changer par un nouveau paradigme éducationnel. Ça, c'est le fondateur du Black History Month. Je vais citer aussi Bob Marley. J'adore Bob Marley. Bob Marley, c'est un grand chanteur. Et la chanson que je vais utiliser, les paroles de cette chanson-là, c'est la chanson de Bob Marley, un succès qui s'appelle Redemption Song. Ce succès, Bob Marley a été inspiré d'un discours de Marcus Garvey, en passant. Okay. Ouais. Alors, si j'ai temps, je vais juste prendre le deuxième couplet de sa chanson. Elle dit, « Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. » Wow. Voilà. Et une autre citation que, bon, je méditais à ça, mais lui-même, dans sa chanson, qu'est-ce qu'il dit? Libère-toi. Hein? Emancipate yourself from mental slavery. Yes. None but personne, ourselves, sauf nous-mêmes, ne peut nous can free nous our libérer. mind. Libérer notre esprit d'abord. C'est pas, c'est pas la libération peut le physique. faire que toi-même. La libération de l'esprit. Exactement. Wow. Et le titre de la chanson, c'est quoi? Redeem. Qu'est-ce que redeem veut dire? Racheter. On doit se racheter nous-mêmes. On se rachète. Oui, on reprend possession du narratif. Oui. C'est dans ce genre d'activité-là qu'on devrait être. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais ça, c'est deux citations que je voulais partager avec toi. Est-ce que j'ai le temps pour une autre? C'est très profond, ça. C'est très profond. Donc, et cette idée-là qui nous a, comment est-ce que je peux dire, qui nous a mis dans un moule, c'est la même idée, est-ce que c'est la même connaissance, la même idéologie qui va nous sortir de son moule? Non, pas du tout. Comment alors? Au contraire. Cette idéologie qui a donné naissance à cette civilisation. Et c'est celle-là qui va servir au déclin de cette civilisation? Exact, parce que, étant donné que c'est une idéologie et que cette idéologie-là n'est pas conforme à la nature, donc automatiquement, il y a une limitation à cette idéologie-là. Et là, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Bon, cette idéologie tourne autour de la suprématie blanche. Exact. La suprématie blanche est le fruit de cette idéologie. D'accord. Donc, excusez-moi. Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on réalise, que ce soit au niveau historique, scientifique, que cette idéologie, elle est fausse. Donc, c'est un mauvais calcul. Le problème, c'est pas le mauvais calcul. Le problème, c'est la persistance dans ce mauvais calcul. Plus de 500 ans, plus de 1000 ans. Aristote, ça fait plus de 2000 ans. Là, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Là. Donc, la persistance dans cette fausseté nous a amenés à là où nous sommes. Et on réalise que, ben non, on peut pas déterminer l'intelligence de quelqu'un par rapport à la nuance épidermique. Ça fonctionne pas, là. Ouais. Tu comprends? Je donne deux exemples, et j'espère que le temps va me permettre. Ici au Québec, ici à Montréal, ici au Canada, je donne deux exemples. C'est blanc de blanc. Quand le roi de l'Angleterre a pris sa place, a été intronisé, il fallait que les députés fassent un serment d'allégeance. Oui. Serment d'allégeance. C'est la tradition. C'est la tradition canadienne, mais c'est une tradition canadienne britannique. Oui. Tu comprends? Donc, il y a des gens qui ont eu le courage de dire que nous, on ne fait pas le serment. Pourquoi? Au Parlement du Québec. Au Parlement du Québec. À cause de leur identité et à cause de leur histoire. Parce qu'ils ont dit que c'est pas logique. Et il y en a un, ce député-là du Parti québécois, il a clairement dit, les mots ont un sens. Je fais allégeance au peuple québécois, mais je peux pas faire allégeance à la couronne britannique. Wow. Pourtant, lui, il a eu le courage de dire non. Et bien sûr, par la suite, ils ont retiré cette obligation-là. Wow. Il s'est tenu debout. Ouais. Parce qu'il reconnaît la souveraineté de son peuple. Il y a aussi le député de l'Acadie qui a fait ça récemment. Il a dit, mes racines acadiennes ne me permettent pas de faire allégeance au roi.
D'ailleurs, c'est raciste. Et il explique que l'allégeance au roi est là même avant la Constitution de 1867. Elle était utilisée contre les catholiques et les juifs. Pour les quoi? Pour les disqualifier du vote et des élections. Donc, ce que je veux te montrer, c'est que l'idéologie suprémaciste, son seul et unique objectif est de nous disqualifier de nos droits qui sont inaliénables et inébranlables. Bon, pour faire comprendre à nos auditeurs et auditrices que le problème de la suprématie, que ce soit ethnique ou quoi, ce ne sont pas les afro-descendants qui en souffrent seulement. Donc, exemple bien donné, au Parlement du Québec même, il y a des gens qui sont toujours sous le joug d'une tradition suprémaciste. Ça a été exposé live. Le roi de l'Angleterre arrive. Donc, il n'a fallu que le courage d'une seule personne, peut-être, après des décennies. Ouais. Hein, parce que le Québec est là en lutte depuis 1960, les années 70, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est quand il y a eu le mouvement. C'est ça, le mouvement a commencé à ce moment-là. Mais c'est aujourd'hui que on va enlever le... Ah, ils l'ont retiré? On a retiré cette obligation. Ah oui. Ils vont peut-être la contester, peut-être. Mais le parti peut se présenter dans le Salon Bleu. Oui. Et il n'a pas fait de serment au roi. Waouh, bravo. C'est profond, faut bien comprendre. Bravo. Il n'a pas fait de serment, il n'a pas fait allégeance au roi. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, certains vont dire, ah, mais ça c'est la colonisation, tout c'est dans le passé. Là, on est en 2024. Ça prend des gens qui ont des couilles. Une fortitude testiculaire, oui. Ben alors, voyez les méfaits de cette civilisation suprémaciste. Ils sont nombreux là et tellement documentés. Mais est-ce qu'on va faire semblant qu'on ne le sait pas? Non. C'est bien documenté depuis le temps de Jésus, bien sûr, comme vous avez dit. Alors, comment est-ce qu'on va définitivement dire que assez, c'est assez? Ah, ben là, écoute, si... nous sommes encore dans l'esprit du mois de l'histoire des Noirs. Ah non, mais là, on ne peut pas avoir... On peut juste avoir un contrôle sur nous-mêmes. On peut pas imposer à qui que ce soit. C'est ça le mauvais calcul. La domination veut imposer à l'autre sa façon de penser. Tandis que l'autre philosophie, une philosophie Ubuntu, tu te rappelles, on parlait d'une philosophie Ubuntu, une philosophie Munal. C'est non, je suis parce que nous sommes. Je peux pas t'imposer quoi que ce soit. Donc, nous, en tout cas pour ma personne et d'autres gens que je connais, on est déjà engagés à établir ce nouveau paradigme éducationnel et nous encourageons les gens, une fois qu'on a acquéri cette connaissance propre à nous-mêmes, d'avoir des activités de vie conformes à cette connaissance que nous avons. C'est pour ça que je donne exemple pour la personne qui a dit non au roi, mais il a agi conformément à ses valeurs et ses principes. On devrait faire le même. Pourquoi se vanter ou parler de comment on contribue pour les autres? Contribuons pour nous-mêmes, pour affirmer notre souveraineté telle que nos ancêtres nous l'ont prescrit. Et quand il s'agit de questions de majorité, minorité, est-ce que vous pensez que avec le statut de minorité, il y a possibilité de faire bouger les choses? Qu'est-ce que tu veux dire par minorité? Minorité raciale. En tant qu'afro-descendant, on est 2% sur une majorité canadienne de 36 ou 38 millions. Mon frère, sur la planète, on n'est pas minoritaire. Mais on va changer les choses d'abord à partir d'ici où nous sommes. Crois-moi, si je suis un peu un fanatique de science-fiction aussi en même temps. Oui. Lorsque tu lèves le bras pour demander de l'aide, tu vas voir que tu n'es pas minoritaire. Tu n'es pas minoritaire. Parce que tu te bats pour des idéologies. Tu te bats pour la justice, l'égalité et la liberté. Il y a des gens peut-être même qui te ressemblent même pas, qui vont venir t'aider, puis tu vas dire, waouh, l'univers m'a répondu. Waouh. Donc ça, c'est déconstruire les bornes et les limites imposées par un dogme ou un credo. N'oublie pas que dans l'univers, tu n'es pas minoritaire. Les étoiles, la lune, tout vont répondre à ta demande sincère. Je te donne un petit exemple bien rapide.
Un enfant, quand il sort du ventre de sa mère et il a faim, il se préoccupe pas s'il est minoritaire ou pas. Il crie. Il crie. Hein? Et puis, qu'est-ce qui arrive? L'aide vient sous la forme de sa mère. Absolument. La mère, elle court, elle sort le sein, le tété vole, l'enfant l'arrête, l'attrape, Oui. et il tète. Puis, quand il tète, dérange-le pas. Vous avez des idées très, très brillantes et on aimerait continuer à vous écouter, mais le temps nous fait défaut. Donc, on va réserver ça pour une prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. D'avoir été là. D'accord. Merci à vous toutes. Bonne journée. From mental slavery, none but ourselves can free our mind.